Deuxième partie sur la succession d'Alexandre le Grand, où on va donc évoquer la première guerre de succession et ensuite la naissance des monarchies euh, hellénistiques. Pour le coup, je vous recommande cet ouvrage, hein, un petit atlas, donc Atlas du monde hellénistique, pouvoir et territoire après Alexandre le Grand, d'après donc une historienne, Lauriane Martinez-Sèvres, qui enseigne à Lille 3 et qui est une spécialiste des Séleucides. Donc, pour le coup, avec des belles infographies, des jolies cartes également. J'adorerais pouvoir vous les présenter en live sur YouTube, mais je n'ai pas les compétences techniques pour le faire. Enfin voilà, des superbes cartes sur toute la période euh, hellénistique. Donc pour revenir à la première guerre de succession, alors je vais essayer de faire court et clair, parce que c'est assez complexe, hein, ce qu'on va appeler aussi la guerre des diadoques. Donc très rapidement en fait, hein, une guerre va éclater avec d'un côté, on va dire, Perdiccas, hein, donc le régent de l'Empire, le Chiliarque, a une puissante coalition, donc des principaux généraux, à savoir Antipater, Cratère, Antigone et Ptolémée. Donc il a fort à faire, mais on va dire que Perdiccas a l'avantage de posséder l'armée royale et on va dire l'appareil d'État. Alors, bon, il y a une raison, on va dire, politique évidente, hein, c'est ce qu'on va appeler les forces centrifuges, hein, qui est l'expression désormais culte de Paul Gouskowski. Hein, on comprend voilà l'ambition naissante des généraux. Alors après, il y a l'événement déclencheur, hein, sur lequel les historiens sont beaucoup interrogés. En fait, c'est le détournement de la momie d'Alexandre par Ptolémée, parce que on l'avait dit brièvement à un moment, le corps d'Alexandre sera momifié, et au départ, il devait résider dans voilà le mausolée royal en Macédoine. Hein. C'était prévu qu'il rejoigne la terre de ses ancêtres. Sauf que Ptolémée ne va pas l'entendre de cette oreille-là, parce qu'il comprend en fait tout l'intérêt politique de posséder la momie, et il aurait donc détourné la momie d'Alexandre vers Alexandrie. Alors, je mets le conditionnel dans le sens qu'on sait que la momie d'Alexandre est bien allée à Alexandrie, mais est-ce que c'est vraiment un détournement ou est-ce un accord passé avec Perdiccas? Là, c'est pas si simple que ça, parce que les contemporains, les historiens contemporains, ont tendance à remettre un petit peu en cause cette hypothèse, hein, dans le sens que voilà, ce serait un détournement pur et simple. Bon. Euh, En tout cas, voilà, on va dire que ça va signer le départ, donc ce détournement, en tout cas un prétexte, ça va fournir un prétexte, on va dire, à Perdiccas pour entrer en conflit avec d'abord Ptolémée. Alors, ce qui va aussi mettre le feu aux poudres, c'est que Perdiccas va en fait s'aliéner le vieux général Antipater, donc le stratège d'Europe, parce qu'en fait, Perdiccas refuse d'épouser sa fille, donc Nicaïa, au profit donc de Cléopâtre, la sœur d'Alexandre, ce qui montre bien en fait son ambition royale, un jour peut-être d'intégrer la dynastie argéade indirectement, hein, par la sœur d'Alexandre. Donc, dans le même temps aussi, pour pas rentrer dans les détails, mais Ptolémée va évincer et même faire assassiner un dénommé Cléomène de Naucratis, qui avait été désigné par Alexandre pour voilà gérer les affaires financières de l'Égypte. Ptolémée va aussi marcher sur la Cyrénaïque, donc la Libye actuelle. Donc bref, il se montre ambitieux, il s'affranchit de l'autorité, on va dire, de Perdiccas, et donc celui-ci va marcher sur l'Égypte, hein, à la tête de l'armée royale. Alors là, il va échouer en fait à traverser le Nil, hein, voilà, donc il y a déjà une traversée du Nil qui est très, très compliquée, et il va périr en fait, assassiné, donc en 321, sous les coups de Séleucos, donc le chef de la cavalerie, et de Peyton, ses propres officiers, qui le trahissent, hein, qui comprennent que cette campagne est vouée à l'échec, qui se méfient aussi
des ambitions de Perdiccas, hein, et on va dire, voilà, reprendre l'expression déjà de la mise en action des forces centrifuges. Alors dans le même temps, Eumène de Cardia, donc, qui est en fait le principal allié de Perdiccas, on va dire, qui avait donc, on l'a dit, en 322, occupé la Cappadoce, et en fait est chargé, donc avec une partie de l'armée royale, de défendre l'Asie mineure face à Cratère. Et il va le défaire, hein, contre toute attente, parce que Perdiccas est vu comme un scribe et Cratère comme un grand général. Et bien, Eumène de Cardia montre son génie stratégique et son courage, va vaincre Cratère, qui trouve la mort dans la bataille, hein, bataille de l'Hellespont, peut-être une chute de cheval, enfin bon, en tout cas, peu importe. En tout cas, Cratère, le grand général, un des amis proches, hein, avec Héphaïstion d'Alexandre, meurt dans une bataille contre Mène, qui sera donc d'ailleurs condamné à mort par l'assemblée des Macédoniens. Donc là, la mort de Perdiccas va rabattre les cartes, hein, on va dire que les forces centrifuges n'ont plus à rendre de compte à une autorité centrale, c'est les accords de Triparadisos. Donc là, on est au printemps 321 en Syrie actuelle. Alors le principal changement au niveau des satrapies, c'est Séleucos, hein, qui est récompensé, on va dire, du fait d'avoir assassiné lui-même de ses propres mains euh, Perdiccas, et il obtient la très riche Babylonie, hein, qui deviendra le cœur de son futur royaume. Et Antipater, lui, est désigné donc protecteur des rois, donc qui sont censés revenir en Macédoine, hein, et il conserve bien sûr le titre de stratège d'Europe. Alors un autre personnage va justement entrer en scène, et c'est là où en fait ça va lancer ses ambitions. Antigone le Borgne, qui était satrape de Phrygie et de Phrygie, pardon, tout court, la Grande Phrygie, d'ici et de Pamphylie, lui devient stratège d'Asie avec pour mission de vaincre Eumène de Cardia, qui entre-temps, avec ses fidèles, hein, s'était euh, réfugié dans une citadelle. Là, on pourrait développer longtemps la suite, hein, c'est ce qu'on va appeler la deuxième guerre de succession, entre notamment Antigone et Eumène, mais je le ferai dans une autre vidéo consacrée donc à la guerre des Diadoques. Donc je m'arrête là, on va dire, dans les années 321-320, et je vais évoquer dans ce dernier point la naissance des monarchies hellénistiques. Donc je vais anticiper, on va dire, les autres guerres de succession pour planter un petit peu le décor de ce qui deviendra les trois grandes monarchies hellénistiques. Donc pour revenir rapidement aux Diadoques, donc on a bien compris donc les successeurs d'Alexandre. Il faut d'abord distinguer, on va dire, des généraux qui n'ont jamais obtenu la titulature royale, donc qui ont quand même joué un grand rôle, mais qui n'ont jamais été rois, donc comme Perdiccas, Antipater, Cratère, Eumène, Peyton, et des satrapes qui, eux, avec le temps, hein, ont réussi à se faire proclamer roi. Alors, il faudra attendre une vingtaine d'années quand même, hein, donc Antigone, Ptolémée et Séleucos. On va voir que Lysimaque aussi va devenir roi de Thrace, mais il va être vaincu par Séleucos en 281, et il ne fondera jamais de dynastie. Donc, en tout cas, voilà, il y a trois royautés qui vont émerger. Donc là, on est, on va dire, vers l'an 305. Hein, ils vont tous se proclamer rois. Donc, c'est d'abord Antigone et ensuite Ptolémée et Séleucos qui vont suivre. Hein, donc, notez bien, parfois, par souci de simplification, on a l'impression qu'ils vont, les dialogues vont se désigner rois rapidement. Non, non. Hein, déjà, il faut attendre la mort de Philippe III et puis plus tard d'Alexandre IV pour pouvoir se proclamer roi. Parce que même si Alexandre IV n'a aucun rôle, hein, c'est un enfant sous tutelle, tant qu'il est vivant, ben, il est bien le roi, en tout cas fictif, de cette royauté macédonienne. Alors, on va d'abord parler des Antigonides, hein, qui sont les descendants d'Antigone le Borgne. Donc, eux vont régner sur la Macédoine. C'est là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, Antigone règne sur l'Asie, mais son fils va réussir à prendre pied, donc Démétrios, en, euh, en Macédoine. Et c'est même son petit-fils, qui s'appelle Antigone Gonatas, qui va réussir à se faire proclamer roi de Macédoine en 277. Alors, à l'issue d'un événement, on va dire, périphérique au départ, hein, en fait, enfin, pas si périphérique, mais dans le sens où c'est pas directement, on va dire, un problème lié à la monarchie, c'est que, voilà, les Celtes, les Gaulois, on dirait, envahissent la Grèce, hein, notamment Delphes, hein, c'est connu, hein, cette histoire,
et ils vont finir par être vaincus en 277 par Antigone Gonatas. Donc il va faire figure de héros hein, auprès des Macédoniens et il sera donc proclamé roi par l'Assemblée macédonienne. Et donc ils vont fonder la dynastie des Antigonides qui seront vaincus 150 ans plus tard par les Romains. Donc en tout cas pour Antigone, retenez Antigone le Borgne, son fils Démétrios Pauler VII, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais qui a joué un très très grand rôle, notamment dans le fameux siège de Rhodes. Et finalement, en fait, Antigone va s'aliéner tous les autres diadoques hein, par son ambition et sera vaincu dans une des plus grandes batailles de l'histoire antique, hein, la bataille d'Ipsos, méconnue mais vraiment cruciale en 301 avant Jésus-Christ, considérée comme une des plus grandes batailles d'éléphants de guerre de l'histoire d'ailleurs. Donc Antigone est vaincu par Séleucos et Lysimaque. Donc voilà pour les Antigonides. Ensuite, outre dynastie, donc là c'est plus simple, il y a une continuité, hein, c'est les Lagides ou les Ptolémaïques, donc c'est les descendants de Ptolémée. Donc lui il se proclame roi vers le 305, hein, avec comme titre Ptolémée Ier Soter, le sauveur. Alors on n'est pas sûr qu'il ait été désigné pharaon, là aussi, par souci de simplification parfois, on le désigne pharaon, c'est pas le cas. On est sûr en tout cas que c'est le cas de son fils Ptolémée II. Il va prendre la titulature pharaonique, mais c'est pas sûr pour Ptolémée Ier. Donc là, on a toute une litanie, on en a une quinzaine hein, de Ptolémée, et évidemment la dernière souveraine, hein, Cléopâtre VII, la fameuse, hein, qui va s'allier notamment avec Marc-Antoine contre Octave Auguste et qui sera vaincu donc à la bataille d'Actium hein, et la dynastie qui s'éteint en l'an 30 avant notre ère. Donc une longue dynastie, la longue dynastie Lagide, hein, qu'on connaît peut-être le mieux. Alors autre dynastie sur lesquelles j'ai aussi pas mal travaillé pour le coup, c'est les Séleucides. Donc c'est les héritiers de Séleucos qui au départ joue pas un grand rôle, mais il va récupérer la Babylonie puis la Syrie à l'issue de guerre notamment contre Ptolémée et Antigone, et vaincre en 301, définitivement, donc Antigone le Bas. Donc lui, c'est intéressant parce qu'il va se tourner aussi vers l'Orient, les satrapies orientales. Il va mener, il va essayer de reprendre en fait pied en Médie, en Susiane, en Sogdiane. Il va même ambitionner aussi de consolider sa frontière au niveau de l'Inde et faire des accords d'ailleurs avec des rois indiens hein, qui poussent hein, des dynasties, notamment la dynastie Maurya, qui commence à être menaçante via la frontière séleucide. Alors, les Séleucides sont plutôt basés donc en Babylonie, en Syrie. Alors parfois on les appelle rois de Syrie, mais bon en fait ils sont rois d'Asie, on pourrait dire, et pas seulement de Syrie, donc ça c'est plutôt sur la fin. Donc, j'insiste bien, la Babylonie, la Perse et la Syrie, à un moment l'Anatolie aussi. Ils vont beaucoup s'opposer aux Ptolémées, hein, 6 guerres de Syrie, donc justement pour la possession de ce qu'on appelle la Coëlée-Syrie, c'est-à-dire en gros l'équivalent de la Palestine-Israël actuelle. Euh, alors le problème du royaume séleucide, c'est un immense royaume, hein, c'est le plus grand de l'époque hellénistique. C'est qu'il est pris en tenaille, hein, on va dire. Voilà, d'un côté, bon, les Ptolémées, on l'a dit, on a les Parthes à l'est, hein, donc un peuple apparenté au Scythe, un grand peuple de cavaliers, peuple iranien, hein, mais qui va être très très menaçant et qui va aussi beaucoup embêter les Romains plus tard. Bah, justement, les Romains aussi qui commencent évidemment à montrer leur ambition en Méditerranée orientale. Donc il y aura des guerres en Grèce, hein, Grèce même, entre Romains et Séleucides. Et une autre monarchie que je ne vais pas évoquer trop là, c'est la quatrième et plus petite, les Attalides, autour de Pergame, la magnifique cité de Pergame, un magnifique site archéologique donc, en Turquie actuelle. Et donc les Attalides, qui avec, on va dire, la bénédiction des Romains, vont fonder un riche royaume en Anatolie et donc, on va dire, nuire aux intérêts séleucides. Donc à partir du IIe siècle, hein, avant Jésus-Christ bien sûr, hein, les Séleucides se replient sur la Syrie, hein, voilà, notamment autour de leur ville Antioche. Hein. Alors, ils sont affaiblis par d'inextricables querelles matrimoniales hein, et le royaume devient une province romaine à partir de 64 avant Jésus-Christ, grâce à l'action du fameux Pompée, hein, Pompée le Grand, qui plus tard se battra contre Jules César. Donc voilà pour cette photographie, on pourrait dire, des différentes royautés. Je reviendrai plus tard sur le détail des guerres des diadoques et notamment plutôt à travers en fait des biographies. Je pense que ce sera plus intéressant sous cet angle-là
étudier les biographies des principaux diadoques et épigones, hein, donc les successeurs des diadoques. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.